Avez-vous parfois ce sentiment de porter un monde intérieur si riche, si intense, qu'il semble vous submerger sans que vous n'ayez les clés pour le comprendre? Un chaos de rêves étranges, de synchronicités troublantes, d'émotions si profondes qu'elles peuvent vous effrayer. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes au seuil d'une découverte. Cette peur que votre monde intérieur ne vous submerge, cette impression de naviguer seul en pleine tempête, le grand psychologue Carl Jung l'a vécu au plus profond de sa chair. Mais au lieu de fuir ce qu'il nommait sa confrontation avec l'inconscient, il a décidé de plonger. Il a transformé sa crise en l'exploration la plus audacieuse qui soit, et a consigné ce voyage dans une œuvre monumentale qu'il a ensuite cachée au monde pendant plus de 50 ans. Cette œuvre, c'est le Livre rouge, le Liber Novus. Ce n'est pas une théorie, c'est le journal de bord de sa descente dans les profondeurs de l'âme, une conversation intime avec les figures de son inconscient. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce livre ensemble. Nous allons retracer son voyage étape par étape pour comprendre pourquoi ce que la société prend pour de la folie est en réalité, pour Jung, le chemin sacré vers la découverte de soi. Chapitre 1. La rupture avec Freud et le début de la crise. Pour comprendre la nature profonde et secrète du Livre rouge, il faut d'abord plonger au cœur de la crise qui lui a donné naissance. Ce livre n'est pas une œuvre théorique, mais le témoignage à vif d'un homme au bord du gouffre. Cet homme, c'est Carl Gustav Jung, et ce gouffre s'est ouvert sous ses pieds au moment précis de sa rupture avec Sigmund Freud. Ce ne fut pas une simple querelle intellectuelle. Ce fut un véritable séisme psychique, un déchirement qui l'a laissé seul, à la dérive sur un océan d'incertitude. Freud était bien plus qu'un mentor pour lui. Il était une figure paternelle, un rempart intellectuel contre le chaos de l'inconscient. Et lorsque ce rempart s'est effondré, le chaos s'est engouffré. Cette rupture a été le catalyseur, la fissure par laquelle l'univers intérieur de Jung, jusqu'alors contenu, allait pouvoir se déverser. C'est le point de départ de tout. Car lorsque les maîtres que nous suivions nous laissent orphelins, nous sommes contraints de trouver une nouvelle autorité. Et cette source de vérité, pour Jung, ne pouvait plus se trouver à l'extérieur. Il a dû se tourner vers l'intérieur, et c'est ce voyage dans les profondeurs solitaires de sa propre âme qui sera consigné dans les pages du Livre rouge. Le concept jungien qui éclaire cette première étape est celui de l'individuation. Simplifié, l'individuation est le processus par lequel une personne devient l'individu qu'elle est destinée à être en intégrant toutes les parties de sa personnalité, consciente et inconsciente, pour devenir un tout unifié. La rupture avec Freud était une étape nécessaire, bien que douloureuse, de ce processus. C'était le refus de l'âme de Jung de rester dans l'ombre d'un autre, aussi brillant soit-il. C'était un cri pour sa propre vérité, son propre chemin. La métaphore la plus juste serait celle du jeune aigle qui, pour apprendre à voler, doit quitter le nid, même si le nid est sûr et que le père aigle est le maître des cieux. Tant qu'il reste dans le confort de la pensée freudienne, il ne peut déployer ses propres ailes, il ne peut faire confiance à ses propres courants ascendants. La rupture est donc ce saut forcé hors du nid. La peur est immense, la chute est vertigineuse, mais c'est l'unique condition pour que ses propres ailes, celle de sa propre perception du monde et de l'âme, se déploie enfin et le porte vers son propre destin. C'était la fin de la sécurité, mais le début de l'authenticité. Suite à cette séparation, Jung n'a pas trouvé le calme, mais une tempête. Un profond bouleversement intérieur qu'il nommera sa confrontation avec l'inconscient. Imaginez-vous. Vous avez consacré votre vie à étudier l'esprit, à être le cartographe de la psyché des autres. Et soudain, votre propre carte intérieure prend feu. Les frontières que vous pensiez solides se dissolvent. C'est un état que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, ce sentiment de désorientation radicale, où le monde perd ses couleurs et où un dialogue étrange et parfois effrayant commence en vous. Jung a commencé à être assailli par des rêves d'une intensité inouïe, par des visions éveillées qui le laissaient tremblant. Le sol de sa propre maison semblait s'ouvrir, libérant des figures mythologiques, des paysages désolés et des symboles énigmatiques. Il ne s'agissait pas de simples rêveries,
C'était la psyché elle-même qui se manifestait à lui dans toute sa puissance brute et primitive. C'était comme si le barrage de la raison, soigneusement construit pendant des années, venait de se fissurer, laissant les eaux primordiales de l'inconscient collectif inonder le paysage de sa vie consciente. Cette expérience, terrifiante pour n'importe qui, l'était encore plus pour un psychiatre de renom qui risquait de tout perdre, sa réputation, sa crédibilité et peut-être même sa propre santé mentale. Cette irruption de l'inconscient illustre un concept jungien fondamental, la fonction compensatoire de la psyché. Pour la psychologie jungienne, le conscient et l'inconscient sont dans une relation de dialogue constant. Si notre vie consciente devient trop unilatérale, trop rationnelle, trop rigide, comme l'était peut-être la vie de Jung sous l'influence de Freud qui réduisait beaucoup de choses à la seule sexualité, l'inconscient va produire des images et des rêves pour compenser, pour rétablir l'équilibre. C'est un mécanisme d'autorégulation de l'âme. La métaphore la plus parlante est celle d'un navire. Si vous chargez tout le poids sur un seul côté du navire, le côté de la raison, de l'ego, du monde extérieur, il commencera à agiter dangereusement. L'inconscient, pour éviter le naufrage, va alors créer un contrepoids de l'autre côté. Ce contrepoids, ce sont les rêves, les visions, les émotions irrationnelles. Ce sont des messages lourds, parfois effrayants, qui nous disent « Attention, tu penches trop ». Il y a une autre partie de toi, une autre réalité que tu ignores, et elle réclame ton attention. Les visions de Jung n'étaient donc pas un signe de folie, mais un appel désespéré de son être tout entier à retrouver son équilibre et à intégrer les dimensions de l'âme que sa vie d'intellectuel avait négligées. C'est une invitation à regarder de l'autre côté du navire, dans la cale sombre et oubliée. Face à ce déferlement, la réaction la plus naturelle aurait été de fuir, de chercher à tout prix à faire taire ses voix, à médicaliser l'expérience pour la neutraliser. Mais Jung a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie et l'héritage de sa pensée. Il a choisi de ne pas fuir. Au contraire, il s'est volontairement retiré de la vie publique. Il a démissionné de son poste de professeur, a réduit sa pratique clinique et s'est détourné des attentes sociales pour se consacrer entièrement à ce cataclysme intérieur. Il a compris que ce qui lui arrivait n'était pas une maladie à guérir, mais un territoire à explorer. Il ne s'est pas vu comme un patient, mais comme un explorateur. Au lieu de subir passivement ses visions, il a décidé d'aller à leur rencontre. Il a transformé sa vie en un laboratoire psychique où il était à la fois le scientifique et le sujet de l'expérience. Ce retrait n'était pas un acte de faiblesse, mais un acte de courage immense. C'était la reconnaissance que le voyage le plus important de sa vie ne se ferait pas en gravissant les échelons de la société, mais en descendant les escaliers de sa propre cave, de son propre inconscient. Il a choisi de faire face au dragon plutôt que de prétendre qu'il n'existait pas. Cette démarche est l'essence même de ce que la psychologie jungienne appelle l'engagement avec l'inconscient. Ce n'est pas une analyse intellectuelle et distante, mais une immersion totale. La métaphore qui s'impose est celle de la descente aux enfers, un thème que l'on retrouve dans toutes les mythologies du monde. Le héros doit descendre dans le monde souterrain, non pas pour y rester, mais pour y récupérer un trésor, une connaissance ou une âme perdue. Jung est devenu ce héros de sa propre mythologie intérieure. Il a pris une lanterne et a commencé à descendre, pas à pas, dans l'obscurité de sa psyché. Il a compris que dans ce monde intérieur, on ne peut pas être un simple touriste. Il faut être un participant actif, un dialoguiste. On ne peut pas se contenter d'observer les ombres sur le mur de la caverne. Il faut se retourner et faire face à ce qui projette ces ombres. Cette décision de s'engager activement, de prendre au sérieux le langage de l'âme, de considérer ses visions non comme des symptômes, mais comme des guides, est le fondement sur lequel tout le livre rouge a été construit. C'était l'acceptation que pour trouver la lumière, il fallait d'abord avoir le courage de traverser ses propres ténèbres. Chapitre 2. La création du livre rouge. Poursuivons notre descente. Après la décision de Jung de faire face à son monde intérieur, la question se posait: comment naviguer un tel territoire?
Comment cartographier un monde qui n'a pas de géographie? Comment retranscrire une conversation avec des fantômes? Il lui fallait un contenant, un vaisseau sacré pour traverser cet océan intérieur. Ce vaisseau fut un livre, qu'il nomma sobrement au départ Liber Novus, le nouveau livre. Pendant près de 16 ans, avec une dévotion quasi monacale, Jung s'est attelé à consigner ses expériences. Ce n'était pas un journal intime où l'on note les états d'âme du jour. C'était un acte sacré, une tentative de donner un corps, une forme tangible, aux visions qui le submergeaient et aux voix qui lui parlaient. Chaque entrée était le fruit d'un rituel, d'une descente volontaire dans les profondeurs. Il ne s'agissait pas de se souvenir d'un rêve au réveil, mais de rouvrir la porte de l'inconscient et de retranscrire le dialogue en direct. Il y gravait les paroles des figures qu'il rencontrait, les paysages qu'il traversait, les émotions qui le terrifiaient ou l'illuminaient. Le Liber Novus est né de cette nécessité impérieuse de ne pas laisser cette matière psychique incroyablement riche et puissante retourner au silence. Il fallait la fixer, lui rendre hommage, la traiter avec le plus grand sérieux. Ce qui distingue ce livre de n'importe quel autre journal, c'est qu'il est une œuvre d'art totale. Il est aujourd'hui connu sous le nom de Livre rouge, à cause de l'épaisse reliure de cuir rouge dans laquelle Jung l'a finalement fait envelopper, comme pour protéger un trésor ou contenir un feu. En l'ouvrant, on ne découvre pas un simple texte, on pénètre dans un temple. Jung n'a pas seulement écrit, il a peint, dessiné, calligraphié. Il a compris que le langage de l'âme, le langage de l'inconscient, n'est pas seulement fait de mots, il est fait d'images, de couleurs, de symboles. Le raisonnement discursif ne suffisait pas à capturer la complexité de ce qu'il vivait. La métaphore la plus juste est celle d'un alchimiste. Le livre rouge est l'Athanor, le fourneau alchimique dans lequel Jung a placé la matière brute de sa psyché, la prima materia de ses visions et de ses angoisses, pour la cuire, la distiller, la transformer. Le but n'était pas de l'analyser froidement, mais de l'élever. En peignant ces figures étranges et en calligraphiant leurs paroles, il leur donnait de la dignité. Il les reconnaissait comme des parties réelles de lui-même. C'était un acte de création qui était en même temps un acte de guérison et d'intégration. Chaque page est une merveille visuelle, un témoignage de cette dévotion. Le texte est tracé dans une écriture gothique médiévale, comme celle des anciens manuscrits enluminés. Ce choix n'est pas anodin. Il place d'emblée l'expérience de Jung, non pas dans le champ de la psychiatrie moderne, mais dans la longue tradition de la quête spirituelle et mystique. Les pages sont ornées de peintures d'une incroyable richesse, aux couleurs vibrantes, des rouges profonds, des ors éclatants, des bleus nocturnes. On y voit des serpents gigantesques, des villes fantastiques, des figures angéliques ou démoniaques. Et surtout, on y trouve de nombreux mandalas. Pour Carl Jung, le mandala, ce cercle symbolique et structuré, est l'une des plus pures représentations du soi, de la totalité de la psyché. Au milieu du chaos de ces visions, dessiner ces mandalas complexes était une manière de retrouver un centre, de créer de l'ordre, de symboliser l'union des opposés qui se déchaînaient en lui. Chaque mandala est comme un cliché de son âme à un instant T, une carte de son monde intérieur qui tente de s'organiser autour d'un point central unificateur. Regarder le livre rouge, c'est comprendre que pour Jung, la beauté n'était pas un simple ornement, mais une voie d'accès au sacré. En définitive, le livre rouge est le journal de bord de sa descente dans les profondeurs de sa propre psyché. Il est le témoignage ultime de ce qu'il a appelé un dialogue avec l'inconscient. Ce concept est au cœur de l'œuvre. Jung ne se contentait pas de voir des images, il leur parlait. Il posait des questions aux figures qui émergèrent de ses visions, et il écoutait attentivement leurs réponses, qu'il retranscrivait ensuite scrupuleusement. La métaphore est celle d'un explorateur qui rencontre les tribus inconnues d'un continent caché, et qui, au lieu de les considérer comme des sauvages, à civiliser, apprend leur langue, leurs coutumes, leur sagesse. Ces figures n'étaient pas pour lui de simples hallucinations. Elles étaient les porte-paroles des archétypes, ces structures universelles de l'inconscient collectif. Elles étaient des parts autonomes de sa propre psyché. Chaque page du livre rouge
est donc le reflet d'une conversation, une preuve que l'on peut entrer en relation consciente avec les forces les plus profondes de notre être. Ce n'est pas seulement le livre de Jung, c'est le livre de ses conversations avec son ombre, son anima, son guide intérieur. C'est la preuve vivante que notre monde intérieur n'est pas un lieu vide, mais un cosmos peuplé, avec lequel un dialogue est non seulement possible, mais nécessaire à notre complétude. Chapitre 3. L'exploration de l'inconscient et l'imagination active. Mais alors que disaient ces visions? Et surtout, comment Jung a-t-il appris à leur parler? Le contenu de ces explorations était souvent prophétique et terrifiant. À l'automne 1913, alors qu'il voyageait seul, il fut soudainement saisi par une vision effroyable. Il vit toute l'Europe, des Alpes à la mer du Nord, recouverte par un océan de sang. Il vit des milliers de gens se noyer, des villes sombrer, et il entendit une voix intérieure lui dire « Regarde bien, tout ceci est bien réel et va se produire ». Pendant des semaines, cette vision l'a hanté. Sa première réaction fut la peur de devenir fou, que cette vision soit le signe d'une psychose imminente. Il pensait « C'est mon âme qui est malade, c'est mon monde qui s'effondre ». Mais en août 1914, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, il a compris. La vision n'était pas seulement personnelle, c'était une prémonition. Son âme, comme un sismographe incroyablement sensible, avait capté les ondes de choc de la catastrophe collective qui se préparait dans les profondeurs de la psyché européenne. Cette expérience a été une révélation fondamentale pour lui. Il a compris que le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas séparés par une muraille infranchissable, ils sont en résonance. Le concept jungien qui illustre cela est celui de l'inconscient collectif. Pour Jung, en dessous de notre inconscient personnel, fait de nos souvenirs et expériences refoulées, il existe une couche bien plus profonde, commune à toute l'humanité. Une sorte de mémoire ancestrale partagée, peuplée d'archétypes, de mythes et de symboles universels. La vision de Jung n'était donc pas qu'une prophétie sur le monde, mais aussi un reflet de son propre état intérieur, son moi. La métaphore la plus juste est celle d'une goutte d'eau et de l'océan. Votre âme est comme une goutte d'eau. Elle est unique et individuelle, mais elle contient aussi la nature et la composition chimique de l'océan tout entier. Ainsi, ce qui se passe dans l'océan de l'humanité, le collectif, se reflète inévitablement dans la goutte d'eau, l'individu, surtout si cet individu est sensible et attentif. Jung a compris que la violence, le chaos et la destruction qui allaient déchirer l'Europe existaient aussi en lui, comme elles existent en chacun de nous. La frontière entre le moi et le monde venait de s'effondrer. Face à de telles images, la question demeure. Que faire? Les subir? Les analyser? Jung a inventé une troisième voie, une méthode qui est peut-être sa contribution la plus précieuse et la plus pratique à la quête intérieure. Il l'a nommée l'imagination active. Ce n'est pas de la simple rêverie. Ce n'est pas laisser son esprit vagabonder. C'est une technique de méditation, un dialogue conscient et volontaire avec les figures de l'inconscient. Le principe est de ne plus être un simple spectateur passif du théâtre de son âme, mais de monter sur scène et de devenir un acteur. Concrètement, Jung s'asseyait dans son bureau, fermait les yeux et se concentrait sur une image de rêve ou une émotion intense. Il la laissait grandir, prendre forme, jusqu'à ce qu'une figure, un animal ou un paysage apparaisse. Et à ce moment précis, au lieu de l'observer, il engageait la conversation. Il posait des questions. Qui es-tu? Que veux-tu de moi? Pourquoi m'apparais-tu sous cette forme? Et il écoutait, avec la même attention et le même respect que s'il parlait à une personne réelle. L'imagination active est un acte de courage moral. C'est refuser la position facile de victime de ses propres humeurs et de ses propres angoisses. C'est prendre la responsabilité de son monde intérieur. La métaphore la plus simple est celle d'une porte mystérieuse dans votre propre maison. Vous savez qu'elle est là. Vous entendez parfois des bruits derrière. La plupart des gens choisissent de l'ignorer, de mettre un meuble devant, de faire comme si elle n'existait pas. L'imagination active, c'est prendre une profonde inspiration. Tourner la poignée, ouvrir la porte et dire calmement
Bonjour. J'aimerais savoir qui vit ici. L'objectif n'est pas de contrôler ce qui va sortir, ni de le juger, mais de l'accueillir et de dialoguer avec. Carl Jung a compris que chaque figure de l'inconscient, même la plus terrifiante, est une partie de nous qui porte un message, une sagesse ou une énergie dont notre conscient a besoin pour être plus complet. En dialoguant avec elle, il ne luttait plus contre sa psyché, il collaborait avec elle. C'est cette collaboration, ce dialogue respectueux entre le conscient et l'inconscient, qui est au cœur de tout le processus de guérison et de transformation de la psychologie jungienne. C'est un appel à cesser de nous battre contre nous-mêmes et à commencer à nous écouter. Chapitre 4. La confrontation avec l'ombre. Mais lorsque l'on ouvre cette porte pour la première fois, la créature que l'on rencontre le plus souvent n'est pas un ange de lumière ou un guide sage. C'est une figure sombre, une présence inquiétante, parfois même monstrueuse. C'est notre propre reflet dans un miroir déformant. C'est notre jumeau des ténèbres. Dans son exploration, l'une des rencontres les plus importantes et les plus déstabilisantes que Jung ait faites fut celle avec ce qu'il a nommé son ombre. C'est l'un des concepts les plus puissants et les plus essentiels de toute la psychologie jungienne. L'ombre, ce n'est pas le mal au sens diabolique. C'est simplement tout ce que nous refusons d'être. C'est l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous avons refoulés et reniés, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image idéale que nous voulons présenter au monde, notre persona, notre masque social. C'est notre part primitive, instinctive, notre avidité, notre jalousie, notre colère, notre lâcheté. Mais l'ombre peut aussi contenir des qualités positives que notre éducation ou notre environnement nous ont forcés à réprimer. Une créativité jugée inutile, une sensibilité jugée faible, une ambition jugée arrogante. L'ombre est le sac psychique dans lequel nous avons jeté, depuis l'enfance, tout ce qui nous faisait honte ou peur en nous. Face à cette découverte de sa propre part d'ombre, la réaction habituelle, dictée par notre morale et notre ego, est de la combattre, de la nier, de la détruire. Nous voulons être des êtres de lumière. Nous aspirons à la perfection, et cette part de nous nous fait horreur. Mais Jung a compris, au péril de sa santé mentale, que cette approche était non seulement vouée à l'échec, mais qu'elle était dangereuse. Tenter de détruire son ombre, c'est comme essayer de supprimer sa propre ombre au soleil. Plus vous vous agitez, plus elle danse avec vous. Pire encore, une ombre qui est trop violemment refoulée ne disparaît pas. Elle s'accumule dans les caves de notre psyché, devient plus monstrueuse, plus enragée, et finit par nous contrôler depuis l'inconscient. Elle se projette alors sur les autres. Ce que nous ne supportons pas chez les autres est très souvent une part de notre propre ombre que nous refusons de voir. La voie que propose Jung est radicalement différente. Ce n'est pas une voie de suppression, mais d'intégration. Il faut avoir le courage de se retourner, de regarder son ombre dans les yeux et de lui dire « Je te vois. Je sais que tu fais partie de moi. Je ne te laisserai pas prendre le contrôle, mais je ne te renierai plus. » Cette intégration de l'ombre est une étape absolument essentielle pour atteindre ce que Jung appelle la complétude, pour réaliser son individuation. Car l'ombre, si elle contient des aspects sombres, est aussi une source immense de puissance et de vitalité. Elle est le réceptacle de notre énergie instinctive, de notre créativité brute, de notre connexion à la terre et au corps. En coupant les ponts avec notre ombre, nous devenons des êtres civilisés, certes, mais aussi plats, sans relief, coupés de nos racines et de notre force vitale. La métaphore la plus juste est celle d'un royaume. Un roi ne peut pas gouverner sagement son royaume en prétendant que les vastes forêts sombres et sauvages à ses frontières n'existent pas. S'il les ignore, des bêtes féroces en sortiront pour attaquer ses villages. Pour être un roi complet, un roi sage, il doit connaître ses forêts, cartographier leurs dangers, respecter leur puissance et même apprendre à utiliser leurs ressources. Intégrer son ombre, ce n'est pas laisser les bêtes sauvages envahir le château. C'est apprendre à les connaître pour qu'elles ne nous dirigent plus et peut-être même apprendre à chevaucher le dragon qui y sommeille. Accepter ses propres ténèbres est donc, pour Carl Jung,
l'un des plus grands actes de courage moral et psychologique qu'un être humain puisse accomplir. C'est un travail difficile, humiliant pour l'ego, qui préfère se voir comme noble et bon. Cela demande une honnêteté radicale. Reconnaître sa propre capacité à la haine, à la destruction, à la petitesse, est une épreuve du feu pour l'âme. Mais c'est seulement en intégrant cette part sombre que l'on peut devenir véritablement bon, et non pas simplement naïf ou inoffensif. C'est la différence entre un agneau qui ne peut pas faire de mal et un lion qui pourrait en faire, mais qui choisit de ne pas le faire. La véritable force morale naît de la connaissance de sa propre capacité au mal et du choix conscient de la lumière. Ce sentiment que vous pouvez avoir, d'avoir une part sombre, une part inavouable, n'est pas le signe que vous êtes brisé ou mauvais. Pour la psychologie jungienne, c'est le signe que vous êtes un être humain complet. Et c'est un appel de votre âme à cesser de vous cacher une partie de vous-même, pour enfin marcher vers votre totalité. Chapitre 5. La rencontre avec le divin. Une fois que vous avez regardé votre propre noirceur en face, une fois que vous avez eu le courage d'accepter votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espace psychique, qui n'était qu'un petit ego étriqué, s'élargit pour pouvoir contenir non seulement le plus bas, mais aussi le plus élevé. C'est dans cet espace nouvellement ouvert que Jung a fait l'expérience la plus intense et la plus bouleversante de son voyage, une expérience qu'il a consignée dans son livre rouge, et qu'il n'a pu nommer autrement qu'une rencontre avec Dieu. Dans une vision saisissante, il a senti une présence d'une puissance absolue envahir son être. Mais ce n'était pas le Dieu bienveillant et lointain de son enfance protestante. C'était une force brute, écrasante, une réalité psychique si intense qu'elle menaçait de le désintégrer. C'est un point absolument crucial pour comprendre la spiritualité de Jung. Pour lui, le divin n'est pas d'abord une croyance, mais une expérience vécue. Le Dieu de Jung n'est pas une entité extérieure qui vit dans le ciel. C'est une force psychique irrésistible, une présence immanente au plus profond de l'âme humaine. C'est la plus grande puissance que la psyché puisse rencontrer. Pour lui, que Dieu existe en dehors de nous est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Mais que Dieu existe en nous, en tant qu'expérience psychologique la plus puissante qui soit, est une certitude. La métaphore la plus juste serait celle de la gravité. Vous ne pouvez pas voir la gravité, mais vous en faites l'expérience à chaque instant. Elle vous ancre au sol, elle régit le mouvement des planètes. Vous ne pouvez pas la nier. Pour Jung, Dieu est le nom qu'il donne au centre de gravité de l'âme, cette force organisatrice d'une puissance inouïe que l'on peut rencontrer lorsque l'on s'aventure assez loin dans son propre univers intérieur. C'est une rencontre qui change tout, car elle déplace le centre de votre être. Votre petit ego n'est plus le centre du monde. Il découvre qu'il gravite autour d'un soleil intérieur bien plus vaste et bien plus puissant que lui. Cette force divine que Jung a expérimentée était profondément paradoxale. Elle n'était pas que lumière, amour et création. Elle était aussi ténèbres, fureur et destruction. Elle contenait tous les opposés. Dans ses visions, ce Dieu était à la fois un créateur magnifique et un dévoreur monstrueux. Jung a compris que la totalité ne peut pas être seulement bonne. Pour être totale, elle doit inclure son contraire. Le divin, pour être vraiment divin, doit englober la totalité de l'existence, le jour et la nuit, la vie et la mort, le sens et l'absurdité. C'est ce que les alchimistes appelaient la complexio oppositorum, l'union des contraires. La métaphore serait celle de la nature elle-même. La nature est divine dans sa beauté, un lever de soleil, une fleur qui éclot. Mais elle est aussi divine dans sa cruauté. Un volcan qui explose, un prédateur qui tue. Vouloir un Dieu qui ne serait que bon, c'est vouloir un été sans hiver, une naissance sans mort. C'est refuser la moitié de la réalité. Jung a eu le courage de regarder en face cette dualité terrifiante du divin, comprenant que la véritable spiritualité ne consiste pas à choisir un côté, mais à apprendre à tenir la tension entre les deux. Cette rencontre avec le Dieu intérieur a donc redéfini pour Jung le sens même de la spiritualité.
Il ne s'agit plus d'adorer une divinité extérieure, de suivre des dogmes ou d'obéir à des prêtres. La véritable spiritualité, selon la psychologie jungienne, est le processus de transformation de soi, c'est le chemin de l'individuation. C'est ce travail alchimique intérieur qui consiste à intégrer son ombre, à dialoguer avec son inconscient, pour donner naissance à une personnalité plus complète et unifiée. Et le but ultime de ce chemin, le fruit de cette rencontre avec le divin paradoxal, c'est la découverte du soi. Le soi, avec un S majuscule, est le concept central de la pensée de Jung. C'est l'archétype de la totalité, le centre organisateur de toute la psyché, qui intègre le conscient et l'inconscient, l'ombre et la lumière. Le soi est le Dieu intérieur, ce point en nous, qui est à la fois le centre et la circonférence de notre être. Faire l'expérience du soi, c'est faire l'expérience de cette unité paradoxale. C'est comprendre que vous n'êtes pas seulement votre ego, mais que vous êtes aussi cet univers intérieur tout entier. La rencontre avec Dieu n'était donc pas la fin du voyage, mais la révélation de sa véritable destination, la réalisation du soi. Chapitre 6. L'intégration du féminin intérieur. Après la rencontre foudroyante avec la force du Dieu intérieur, une énergie souvent perçue comme archétypalement masculine, le voyage de Jung vers la totalité l'a inévitablement conduit vers son pôle opposé. Car il n'y a pas d'union sans la reconnaissance des deux grands principes du monde. Pour devenir complet, l'homme de science, le penseur logique, devait rencontrer et honorer le principe féminin en lui. Il a dû rencontrer son âme. Dans la psychologie jungienne, cette part féminine inconsciente chez l'homme porte un nom, l'anima. Dans les pages du livre rouge, elle lui est apparue sous les traits d'une figure complexe et fascinante. Une jeune femme aveugle, accompagnée d'un serpent, qu'il nomma Salomé. Cette rencontre n'était pas celle d'un homme avec une femme extérieure, mais celle de l'ego conscient de Jung avec la personnification de sa propre âme, de sa propre vie intérieure. Et cette âme n'était pas une douce muse passive. Elle était une force puissante, une initiatrice qui allait lui enseigner une sagesse que les livres et la raison ne pouvaient lui donner. La première leçon que l'anima enseigne, c'est celle de la reddition, du lâcher-prise. L'ego masculin, surtout celui d'un intellectuel comme Jung, est entraîné à analyser, à contrôler, à comprendre, à dominer la réalité par la pensée. C'est le principe du logos, le verbe, la distinction, la clarté, la structure. Mais l'anima, elle, est la gardienne du principe d'éros. L'éros n'est pas la logique, c'est la relation. Ce n'est pas la distinction, c'est la connexion. Ce n'est pas la connaissance, c'est le sentiment. La rencontre avec Salomé a forcé Jung à abandonner sa posture de supériorité intellectuelle. Il ne pouvait pas analyser son âme. Il devait apprendre à l'écouter, à la ressentir, à se laisser guider par elle. La métaphore la plus juste est celle d'un homme qui voudrait comprendre un fleuve en restant sur la rive, en mesurant sa largeur et son débit. L'anima est celle qui l'invite à poser ses instruments, à entrer dans l'eau et à se laisser porter par le courant. C'est une initiation à la sagesse de l'intuition, à la vérité des émotions, à la connaissance qui ne vient pas de la tête, mais du cœur. C'est apprendre à faire confiance à ce qui ne peut être prouvé, mais qui est profondément ressenti. Dans la topographie de la psyché selon Carl Jung, l'anima joue un rôle essentiel. Elle est le pont, la médiatrice entre le monde conscient de l'ego et les abysses de l'inconscient collectif. Si l'ombre est le gardien du seuil, la première épreuve à passer, l'anima est le guide qui vous prend la main une fois le seuil franchi. C'est elle qui connaît les chemins secrets du monde intérieur. Sans elle, l'ego serait aveugle et perdu dans ce territoire étrange et souvent effrayant. C'est elle qui traduit le langage des archétypes, qui nous relie aux mythes, aux symboles, à la grande mémoire de l'humanité. La métaphore serait celle d'un voyageur dans un pays étranger. Il peut avoir une carte, son intelligence, mais il ne comprendra jamais la culture profonde du lieu sans un interprète local qui lui explique les coutumes, les non-dits, l'esprit du peuple. L'anima est cet interprète de l'âme. C'est pourquoi le développement d'une relation consciente avec son anima est si crucial. Elle est la porte d'accès
à la créativité, à l'inspiration et à une sagesse qui transcende notre petite vie personnelle. En définitive, l'intégration de l'anima est une étape fondamentale du processus d'individuation pour un homme. Il s'agit de l'union alchimique intérieure, le mariage sacré du roi, le logos, le conscient, et de la reine, l'éros, l'inconscient. Un homme qui reste prisonnier d'un pôle purement masculin, purement logique et non émotionnel, est un être scindé, déséquilibré. Il peut être puissant, mais il sera sec, sans lien, sans âme. En intégrant son anima, il ne devient pas moins homme, il devient un homme plus complet. Il accède à la compassion, à la capacité de créer des liens profonds, à l'empathie, à la patience, à la réceptivité. Il équilibre la force de l'action avec la sagesse de l'attente. Ce sentiment que beaucoup d'entre vous connaissent, ce besoin d'aller au-delà de la simple rationalité, cette soif de lien, de sens, d'intuition, c'est l'appel de votre propre pôle intérieur féminin. C'est votre âme qui vous invite à la danse de l'équilibre, pour que votre personnalité cesse d'être une ligne droite et devienne enfin un cercle complet. Chapitre 7. La rencontre de Philémon, le guide intérieur. Si l'anima, cette figure féminine, a ouvert à Jung la porte du cœur, de l'intuition et de la relation, un autre guide devait apparaître pour lui enseigner le langage de l'esprit et du sens. Après la guide de l'âme, est venu le guide de la sagesse. Une nuit, Jung rêva d'un vieil homme. Plus tard, en peignant, il vit cet homme dans son imagination. Il avait des ailes de martin pêcheur et portait des cornes de taureau. Jung l'a appelé Philémon. Cette figure est devenue le personnage central de ses dialogues intérieurs, son interlocuteur privilégié. Philémon n'était pas une simple hallucination. Pour Jung, il était une personnalité distincte. Un maître spirituel, un gourou intérieur qui s'est manifesté pour le guider à travers le chaos de ses visions. Alors que l'animal l'initiait au monde des émotions et des relations, Philémon lui offrait une perspective plus haute, un commentaire sur les événements de son âme. Il était celui qui expliquait, qui donnait un sens, qui apportait la lumière de la conscience dans les recoins les plus sombres de la psyché. Philémon est la personnification de ce que la psychologie jungienne nomme l'archétype du vieux sage. C'est une figure universelle que l'on retrouve dans tous les mythes et toutes les cultures. Merlin, Obi-Wan Kenobi, Gandalf, le sage de la montagne. C'est la représentation de la sagesse ancestrale, une connaissance qui transcende l'expérience d'un seul individu. Philémon n'était pas simplement une partie intelligente de Jung. Il était l'incarnation d'une sagesse supérieure à laquelle Jung, l'homme, pouvait désormais accéder. Il représentait ce que Jung appelait la pensée du cœur, une connaissance qui n'est pas le fruit d'une analyse logique, mais d'une perception directe de la vérité de l'âme. La métaphore la plus juste serait celle-ci. Si votre esprit conscient est un livre que vous avez lu, Philémon est la bibliothèque entière d'Alexandrie, avec tous les savoirs perdus et oubliés de l'humanité, qui prend soudain vie et commence à vous parler. Sa présence a enseigné à Jung que nous portons en nous une source de sagesse bien plus vaste que notre petit ego ne l'imaginera jamais. Le principal enseignement de Philémon fut radical et libérateur. L'importance d'écouter et de valider sa propre vérité intérieure, même et surtout si elle va à l'encontre de toutes les conventions extérieures. Philémon a enseigné à Jung que les pensées qui venaient de son âme, ces pensées vivantes, étaient plus réelles et plus importantes que les théories apprises à l'université ou les dogmes de la société. Il lui a dit « Traite les pensées qui te viennent comme si elles étaient des objets ou des êtres dans une pièce. Ne les juge pas, ne dis pas « c'est moi qui ai pensé ça », mais demande-leur plutôt « Qui es-tu, toi qui penses en moi ?» C'est un renversement complet de perspective. L'ego n'est plus le créateur de la pensée, il en devient le réceptacle, l'auditeur. Cette petite voix en vous, celle qui murmure parfois une vérité qui semble folle ou inacceptable au monde extérieur, celle que vous avez appris à ignorer ou à rationaliser. Philémon dirait que c'est la voix la plus importante que vous puissiez écouter. C'est la voix de votre propre guide intérieur. C'est la voix du soi. Enfin,
Philémon a révélé à Jung une nature profonde de la sagesse. La véritable connaissance ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce que l'âme a oublié, mais qu'elle sait depuis toujours. C'est le concept de l'anamnèse, de la réminiscence des savoirs de l'âme. Philémon représentait cette mémoire immémoriale. Il parlait à Jung comme si les événements de la vie de Jung n'étaient que des variations sur des thèmes éternels que l'âme connaît déjà. La métaphore la plus puissante est celle d'un palimpseste, ce parchemin médiéval que l'on grattait pour écrire par-dessus. Notre vie, notre éducation, notre culture ont écrit des milliers de lignes sur le parchemin de notre âme. Le travail avec le guide intérieur, avec Philémon, consiste à gratter doucement toutes ces couches d'écriture superficielle pour redécouvrir le texte original, sacré et lumineux, qui a toujours été là. La sagesse n'est pas une acquisition, mais une redécouverte. C'est un acte de désoubli. Philémon n'a pas donné à Jung des informations nouvelles. Il a réveillé en lui une connaissance qui dormait. Il lui a appris à lire le texte originel de sa propre âme. Chapitre 8. La mort de l'ego et la naissance du soi. Nous arrivons au cœur de la fournaise, au point culminant du voyage alchimique de Jung. Après avoir affronté son ombre, dialogué avec son âme, l'anima, et reçu l'enseignement de son guide, Philémon, toutes les voies le menaient vers l'initiation finale. La plus terrifiante et la plus libératrice de toutes. Celle que les mythes appellent la descente aux enfers, la nuit noire de l'âme. C'est l'épreuve que la psychologie jungienne nomme la mort de l'ego. Pour trouver une paix véritable, pour naître à sa propre vérité, Jung a dû accepter de mourir. Non pas une mort physique, bien sûr, mais la mort symbolique de l'homme qu'il croyait être. Le sacrifice de l'identité à laquelle il s'était si fort accroché. Carl Jung, le brillant psychiatre, le penseur respecté, l'homme de science, le père de famille. Toute cette construction, toute cette persona, devait être offerte en sacrifice sur l'autel de l'âme. C'est un moment d'une angoisse absolue, car pour l'ego, cette reddition est synonyme de néant. C'est la peur de se dissoudre, de disparaître, de n'être plus rien. Cet abandon de l'ancienne identité est l'acte le plus difficile du chemin spirituel. C'est accepter de lâcher la seule chose que nous pensions posséder, notre moi. C'est le roi qui accepte de déposer volontairement sa couronne, son sceptre et son manteau, pour se retrouver nu, vulnérable, sans aucun titre pour le définir. Pour Jung, cela signifiait abandonner sa prétention à tout savoir, à tout contrôler par l'intellect. Il devait accepter de n'être pas le maître dans sa propre maison, mais un simple habitant d'un cosmos intérieur bien plus vaste que lui. Cette expérience est décrite dans le livre rouge par des images de démembrement, de sacrifice, de mort. C'est la crucifixion de l'ego, qui doit mourir à sa propre arrogance et à sa propre suffisance pour qu'une réalité plus vaste puisse advenir. C'est un passage nécessaire, car tant que le petit moi occupe tout le trône, le grand soi ne peut pas naître. Et c'est précisément ce qui se produit. De cette mort symbolique, des cendres de l'ego sacrifié, naît une nouvelle présence, un nouveau centre. Le véritable soleil du système psychique peut enfin se lever. C'est la découverte du soi, le concept ultime de la pensée de Jung. Le soi n'est pas l'ego. L'ego dit « je ». Le soi est le centre et la totalité de la personnalité, à la fois conscient et inconscient. C'est le véritable vous, le vous authentique qui a été là depuis le début, mais qui était masqué par le bruit et la fureur de votre ego. La métaphore la plus claire est celle du soleil et de la lampe. Nous passons notre vie à nous identifier à une petite lampe, notre ego. Nous prenons soin de son ampoule, nous la protégeons du vent, convaincus qu'elle est l'unique source de lumière. La mort de l'ego, c'est le moment où le soleil, le soi, se lève à l'horizon, et où nous réalisons avec stupeur que notre petite lampe n'était qu'une lueur fragile et artificielle. La véritable lumière, la véritable chaleur, la véritable source de vie était ailleurs, ou plutôt, partout. La découverte du soi est ce lever de soleil intérieur. Ce soi qui émerge est le fameux Dieu intérieur que Jung avait rencontré.
Il est cette entité qui intègre enfin tous les opposés. Il est le point de rencontre où l'ombre et la lumière peuvent coexister, où le masculin, logos, et le féminin, anima, peuvent s'unir, où le conscient et l'inconscient peuvent danser ensemble. Le soi est l'archétype de la plénitude, le but de l'individuation. Lorsque le centre de gravité de la personnalité se déplace de l'ego vers le soi, la vie change radicalement. On ne cherche plus la validation à l'extérieur, on la trouve dans cette connexion profonde avec son propre centre. On n'est plus ballotté par chaque humeur ou chaque événement, car on est ancré dans quelque chose de plus profond, de plus stable. Ce sentiment que vous pouvez avoir, d'être limité par votre propre personnalité, cette aspiration à quelque chose de plus grand en vous. C'est l'appel du soi qui vous invite à laisser mourir l'ancienne version de vous-même pour que la véritable puisse enfin naître. Il est essentiel de comprendre que ce processus n'est pas une destruction, mais une transformation radicale de la perspective. L'ego ne disparaît pas. Il est indispensable pour vivre dans le monde, pour travailler, pour interagir avec les autres. Mais il est détrôné. Il n'est plus le tyran, le roi absolu. Il devient le serviteur loyal, le premier ministre du soi. Le roi pensait qu'il était le royaume. Le premier ministre sait qu'il est au service du royaume, et que le vrai souverain est une présence bien plus sage et silencieuse. L'ego apprend à écouter les ordres qui viennent du centre, du soi, au lieu de n'écouter que ses propres peurs et ses propres désirs. Cette réorganisation de la psyché est la plus grande des libérations. C'est la fin de la guerre intérieure. C'est le début de la paix. La paix qui ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la capacité à contenir tous les conflits en son sein, dans l'unité du soi. C'est le grand secret caché au cœur du livre rouge. Chapitre 9. Le silence et la voix de l'âme. Ok. Le sommet a été atteint. Le sacrifice de l'ego a eu lieu. Le soi est né. Et après ce feu d'artifice cosmique, après cette transformation radicale, on pourrait s'attendre à une vie de vision grandiose et d'illumination permanente. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé pour Jung. Au contraire, une fois que l'ego a accepté sa juste place, une fois que la paix a été faite entre les forces opposées de la psyché, le grand spectacle s'est arrêté. Les visions assourdissantes, les dialogues dramatiques avec les dieux et les démons, tout ce théâtre intérieur s'est apaisé. Le cinéma de l'âme a fermé ses portes. Un grand silence s'est installé. Et c'est dans ce silence, dans ce calme retrouvé, que Jung a fait une nouvelle découverte, peut-être la plus intime de toutes. Il a découvert que lorsque la psyché arrête de crier, l'âme commence à murmurer. Dans cet espace intérieur apaisé, Jung a découvert une nouvelle forme de communication. L'âme, cette présence centrale et authentique, ne s'exprime plus par des images violentes pour forcer la porte de la conscience. Maintenant que la porte est ouverte, elle entre doucement. Elle ne parle plus par des énigmes, mais par une présence. Une présence douce, une certitude tranquille, une connaissance intime qui n'a pas besoin de preuves. C'est un passage de la confrontation à la conversation, du spectaculaire à l'intime. Si les étapes précédentes étaient une bataille héroïque, celle-ci est une histoire d'amour. C'est le début d'une relation consciente et continue avec le centre de son propre être. La métaphore la plus juste serait celle d'une mer déchaînée qui s'apaise enfin. Les vagues monstrueuses, les visions, se calment, et dans la tranquillité de l'eau devenue miroir, on peut enfin voir le reflet clair du ciel et entendre le son subtil du vent. Jung a alors compris la quête la plus profonde de l'âme. Contrairement à l'ego, qui cherche le pouvoir, la connaissance, le contrôle, la reconnaissance, l'âme, elle, ne cherche qu'une seule chose, l'intimité. Elle cherche la relation. Elle veut être vue, entendue, reconnue par la part consciente de nous-mêmes. Elle ne veut pas être un objet d'étude, mais un partenaire de vie. Elle ne cherche pas à être maîtrisée, mais à être aimée. Cette quête d'intimité est le désir fondamental de notre être le plus profond. Être en relation authentique avec soi-même, avec les autres
et avec le monde. La métaphore ici est celle d'un dialogue. L'ego est un grand parleur. Il aime les monologues. L'âme, elle, attend patiemment que l'ego se taise pour pouvoir enfin murmurer. Et ces murmures ne sont pas des ordres ou des théories, ce sont des invitations. Des invitations à ressentir, à être présent, à aimer, à simplement être. C'est la fin de la quête de performance spirituelle et le début d'une simple et profonde présence à soi. Cette voix de l'âme, aussi douce soit-elle, n'est pas toujours facile à entendre, car elle est la voix de notre vérité la plus pure. Et cette vérité nous confronte souvent à nos illusions, à nos mensonges, à nos zones de confort. La voix de l'âme est celle qui nous murmure « Ce travail ne te correspond plus, cette relation te diminue, tu as un don que tu n'utilises pas. » C'est une vérité souvent douloureuse, car elle nous demande du courage. Elle nous demande de changer, de quitter des situations sécurisantes mais mortifères. La métaphore la plus puissante est celle de la boussole. La voix de l'âme est la boussole intérieure. Elle indique toujours, infailliblement, notre nord véritable, notre chemin d'individuation. Elle se moque de savoir si le chemin est au facile, plat et bien éclairé. Elle ne s'intéresse qu'à la destination, notre accomplissement. Écouter cette voix, c'est accepter de faire confiance à cette boussole intérieure, même si elle nous guide vers des territoires inconnus et escarpés. C'est le prix de l'authenticité. Cette dernière étape du voyage intérieur requiert donc une nouvelle compétence. Ce n'est plus la force du héros qui combat les dragons, mais la patience du jardinier qui attend qu'une graine germe. C'est l'art de l'écoute attentive et délicate. Cela demande de créer des espaces de silence dans nos vies surchargées, de se détourner du bruit du monde pour prêter attention aux murmures de l'âme. C'est une écoute qui n'est pas une attente active, mais une réceptivité passive. C'est être capable de s'asseoir avec soi-même sans autre but que d'être là, disponible pour ce qui pourrait émerger du silence. C'est la fin du faire et le début de l'être. C'est la sagesse ultime que Jung a retirée de sa longue descente. Après toutes les batailles, le plus grand trésor se trouve dans le calme, et la plus grande vérité se trouve dans un murmure. Chapitre 10. L'héritage du livre rouge. Nous arrivons au terme de ce voyage à travers les profondeurs. Jung a traversé la tempête, il a trouvé son centre, il a appris à écouter le silence. Et entre ses mains, il tenait le témoignage de cette odyssée. Un grand livre relié de cuir rouge, le journal de bord de sa propre âme. La question la plus cruciale se posait alors à lui. Que faire de cet objet? Fallait-il le partager avec le monde, dévoiler le cœur secret de son expérience? Ou fallait-il le protéger du regard des non-initiés? Jung a pris la décision de le garder secret. Il a choisi le silence. Pendant toute sa vie, seuls quelques proches ont eu connaissance de l'existence du livre rouge. Il est resté caché, enfermé dans un coffre, loin des yeux du public. Cette décision n'était pas un caprice, elle venait de raisons profondes, à la fois personnelles et prudentes. D'un point de vue personnel, le livre rouge était son jardin le plus intime, le plus sacré. Le publier de son vivant aurait été pour lui une forme de profanation. C'était l'équivalent de lire son journal d'amour le plus secret sur la place publique. Ce dialogue avec son âme était une expérience trop personnelle, trop brute, trop lumineuse pour être jetée en pâture à l'analyse critique ou à la curiosité malsaine. Mais il y avait aussi une raison de prudence. Jung était un scientifique, un médecin. Il se battait pour faire de la psychologie une science respectée. Il savait que s'il publiait ce livre, rempli de conversations avec des esprits, de visions de Dieu et de voyages dans des mondes fantastiques, il anéantirait sa crédibilité. On l'aurait traité de fou, de mystique, de schizophrène. Le monde, au début du XXe siècle, n'était absolument pas prêt à comprendre qu'une telle expérience puisse être une exploration saine de la psyché et non une pathologie. Il a donc fait un choix stratégique. Il a gardé pour lui le magma originel, l'expérience brute du livre rouge, et il a passé le reste de sa vie à en traduire les découvertes dans un langage scientifique et psychologique acceptable. Tous ces grands concepts, l'inconscient collectif, les archétypes, l'ombre, l'anima, le soi,
l'individuation, sont nés dans le creuset brûlant du livre rouge. Ce n'est que bien après sa mort, après une attente de près de 50 ans, que ses héritiers, ses descendants, ont finalement pris la décision courageuse d'autoriser la publication du livre en 2009. Ils ont compris que le monde avait changé, que les esprits étaient peut-être devenus plus ouverts à la dimension spirituelle et expérientielle de la psyché. La publication du livre rouge a été un événement mondial. Elle a permis de comprendre que toute l'œuvre de Jung n'était pas une théorie intellectuelle, mais le fruit d'une expérience vécue d'une intensité presque insoutenable. C'est le cœur battant, la source cachée qui irrigue tout le reste de sa pensée. Mais l'héritage de ce livre va bien au-delà de la simple compréhension de la biographie de Jung. Son véritable pouvoir ne réside pas dans le passé, mais dans le présent, dans ce qu'il signifie pour nous, aujourd'hui. L'héritage le plus profond du livre rouge, c'est qu'il est un miroir. En lisant le récit du voyage de Jung, nous ne lisons pas seulement son histoire. Nous lisons la carte d'un territoire qui existe en chacun de nous. Les figures qu'il a rencontrées, l'ombre, l'anima, Philémon, ne sont pas ses fantômes personnels. Ce sont les visages des archétypes universels qui peuplent notre propre inconscient collectif. La descente de Jung est une invitation à reconnaître que notre propre monde intérieur est tout aussi vaste, tout aussi peuplé, et tout aussi digne d'être exploré. Ce livre nous tend un miroir et nous demande « Et toi, où en es-tu de ta propre confrontation avec l'inconscient? As-tu le courage de parler à ton ombre? Écoutes-tu la voix de ton âme? Cherches-tu le chemin vers ton propre soi ?» En définitive, le livre rouge n'est pas un monument à la gloire de Carl Jung. C'est une invitation universelle à l'individuation. C'est la preuve laissée par un explorateur de génie que le voyage intérieur est non seulement possible, mais qu'il est le plus important qu'un être humain puisse entreprendre. On pourrait y voir la chronique d'une folie. Mais c'est ici qu'intervient le recadrage le plus puissant de la psychologie jungienne. Ce qui ressemble à une fracture est en réalité une ouverture. Le chaos que vous ressentez parfois en vous n'est pas le signe d'une destruction, mais la matière première de la création. C'est la première matière des alchimistes, la boue informe à partir de laquelle l'or peut être créé. Votre sensibilité, votre profondeur, votre sentiment d'être différent et submergé ne sont pas des faiblesses. Ce sont les preuves que votre âme est vivante et qu'elle refuse de se contenter d'une vie superficielle. C'est le signe que vous êtes apte au plus grand des voyages, celui qui mène à la découverte de votre propre soi. Ce livre est un appel au courage. Le courage de se détourner du bruit extérieur pour écouter les murmures intérieurs. Le courage de faire face à ses propres démons pour y trouver sa force. Le courage de devenir qui nous sommes vraiment, dans notre totalité, avec notre lumière et nos ténèbres. Le livre rouge n'est pas simplement un livre sur le voyage d'un homme. C'est un livre pour le voyageur qui sommeille en chacun de nous. C'est une porte laissée ouverte, avec une simple inscription. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est là que réside son héritage éternel. Si ce voyage au cœur du livre rouge a résonné en vous, alors vous n'êtes plus seul sur ce chemin. Affirmez votre engagement en commentant ci-dessous avec cette simple phrase « Je suis l'explorateur de mon âme » et abonnez-vous pour continuer à recevoir des cartes pour ces territoires de l'âme. Si vous pensez à une personne qui se sent peut-être perdue dans son propre labyrinthe intérieur, partagez cette vidéo. Votre geste peut être la lumière qui l'aidera à oser faire le premier pas. Car le livre rouge de Carl Jung n'est pas une relique poussiéreuse à admirer dans un musée. C'est une invitation vivante, un miroir tendu à notre propre époque qui a si désespérément besoin de profondeur. Ayez l'audace d'entreprendre le vôtre, d'écrire les pages de votre propre livre rouge intérieur. Cessez de vous excuser pour votre profondeur. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de l'œuvre d'art unique et irremplaçable que vous êtes. N'éteignez pas votre lumière simplement parce qu'elle éblouit ceux qui ont choisi de garder les yeux fermés.